Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Maxime Ambersin qui est responsable produit de tout ce qui est la R&D chez DocuSign en France. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Maxime. Bonjour Philippe. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu compliqué, qui n'est pas forcément toujours très clair au niveau des entreprises, c'est la gestion de l'identité numérique. Alors aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu dans le détail, d'essayer de débroussailler le terrain pour essayer. L'objectif, c'est que vous arriviez à comprendre un petit peu à quoi ça sert, comment ça fonctionne d'un point de vue fonctionnel et technique. Alors, comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, Maxime, j'aimerais qu'on fasse un petit saut en arrière. Est-ce que tu peux me raconter ton premier projet informatique? Voilà, mon premier projet informatique, ça commence à dater un petit peu. On va se resituer. On est au début des années 2000. On est dans le Sentier, toute petite start-up qui dépend d'un grand groupe donc qui s'appelle Vivendi, et on fait un site de contenu culturel pour tout un chacun, et l'idée c'est de vendre des services associés à ce contenu culturel. Et là je suis développeur, et donc du coup je construis et je développe le site web qui permet justement de vendre cette billetterie et de fournir ce contenu aux différents utilisateurs qui veulent savoir quel est le dernier opéra à aller voir, quel est le dernier la dernière pièce de théâtre, et d'avoir ce contenu qui est fait par un journaliste et donc qui est de qualité. Alors la stack technique, du coup, on est au tout début du web, donc on est sur du Java, c'est du WebLogic et une bonne vieille base de données Oracle. La belle époque, 2001, et donc on est juste avant la crise. Donc en plus, start-up dans le Sentier en 2001, c'était très intéressant à vivre comme première expérience. En plus, j'étais stagiaire à l'époque, donc tout un programme. Bon, et ça t'a gardé un bon souvenir? Moi, j'en garde un excellent souvenir de ma période dans les startups. Honnêtement, cette agilité, cette envie d'aller vite, cette envie de disrupter les marchés. En plus, j'ai appris plein de choses parce que moi, j'étais très très jeune, j'étais sans diplôme. À la base, j'étais venu juste installer des imprimantes, quoi. Donc, passer d'installer des imprimantes à me donne la confiance pour commencer à développer. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Ouais. Donc, tu as commencé comme ça, donc développeur dans les startups dans les années 2000. Est-ce que tu peux te présenter maintenant en quelques mots, un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et où tu vas? Alors moi, du coup, je suis Maxime Ambersin et je m'occupe donc je travaille chez DocuSign, qui est une société qui fournit des solutions de gestion de contrats, et en particulier de signature électronique. On aura l'occasion d'en revenir. Et je m'occupe des équipes produits. Donc ce sont les gens qui construisent l'offre et les différents services qu'on va mettre à disposition de nos clients chez DocuSign. Et mon dada, c'est la gestion de l'identité et de la signature digitale pour nos 1,3 million de clients qui sont répartis un peu partout dans le monde. Donc, on a des problématiques qui sont à la fois très, très locales, parce qu'il y a des spécificités locales dans chaque pays, et à la fois qui sont globales, parce que la gestion de l'identité en ligne est une problématique qui est très, très large pour l'immense majorité des gens. T'es chez DocuSign. Alors, c'est le moment où tu peux passer un petit peu de temps à nous présenter DocuSign. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent DocuSign pour la signature de contrats et de documents. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que fait DocuSign au sens large et un petit peu c'est quoi l'actualité chez DocuSign et sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Ouais, alors du coup chez DocuSign, tout le monde nous connaît parce que à l'origine on est le leader mondial dans la signature électronique, et nos clients Enterprise nous connaissent aussi parce qu'on est le leader mondial dans ce qu'on appelle le CLM. Donc, c'est le Contract Lifecycle Management. Donc, Gartner, plusieurs fois, a positionné notre offre produit sur ce domaine-là comme étant vraiment le leader mondial. Et en gros, nous, notre valeur pour nos clients, c'est d'organiser et de gérer l'intégralité du cycle de vie de leur contrat et de leur gestion d'agreement. Donc, comment est-ce qu'ils se mettent d'accord? Et du coup, on a vraiment deux gros axes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est l'axe B2B, et le premier, c'est l'axe B2B2C. Donc, nous, notre valeur ajoutée pour nos clients, c'est de faire en sorte que quand ils vont vouloir créer un contrat avec différentes parties, ils puissent le faire de manière sécurisée, de manière efficace, et en connaissance de cause des données que leur contrat contient. Par exemple, quand on est dans une négociation contractuelle, il y a toujours des allers-retours qui doivent s'effectuer.
Ces allers-retours, il faut pouvoir les gérer de manière efficace et faire en sorte que la discussion des clauses contractuelles soit, je dirais, structurée. Et donc, on a mis en place tout un clausier et toute une forme de machine learning qui nous permet d'analyser le contrat et de faire en sorte de savoir si la clause va ou pas être acceptée par les différences juridiques, qui permet à nos clients de construire très, très rapidement leur contrat et d'une manière qui va être acceptée par les différentes parties. Après, une fois que ce contrat est structuré, on le met en signature et là, on rentre dans le monde de la signature avec tous les workflows de signature, tout ce qu'on peut imaginer, toute la sécurité autour justement de l'identité et toute la sécurité autour de la signature digitale pour faire en sorte que le contrat ne puisse pas être modifié et que les personnes qui ont été identifiées pour le signer soient bien qui elles sont. Et après, le document, il est transféré et on peut faire vivre un contrat. Parce qu'il contient un maximum d'informations. Il peut y avoir des clauses, par exemple, de paiement ou d'indemnité ou de gestion des données. Et donc, nos clients veulent pouvoir réutiliser ces clauses directement dans leur système d'information. Et donc, on va vers des contrats qui sont plus intelligents, qui ne sont pas que des PDF qui sont, je dirais, statiques, mais où on peut extraire pour nos clients les données de ces contrats et que ça va leur permettre de générer un maximum d'intelligence sur leur construction, mais aussi un maximum d'intelligence sur leur utilisation dans le temps. Et puis le deuxième axe sur lequel on travaille énormément, c'est aller encore un cran plus loin et être vraiment dans le consentement et donc de travailler avec nos clients pour leur faire des parcours end-to-end de capture de consentement. Donc là, on est vraiment sur un site où on va te demander de remplir un certain nombre d'informations, peut-être te proposer un prêt et on va vouloir à la fois traiter toutes les informations autour du cas business sur lequel on est, toutes les informations sur ton identité pour être sûr de savoir qui tu es, et puis on va te mettre un parcours qui va te permettre de valider la transaction que tu es en train de faire en ligne le plus efficacement possible. Et une fois encore, toutes les informations qui ont été collectées, les mettre à disposition derrière de nos clients pour qu'ils puissent les réutiliser et avoir une gestion intelligente de leurs données. Donc, on est vraiment dans un mode où on passe d'une transaction qui était très statique, où on prenait un document papier, on la scannait, on le digitalisait et on le signait, à un mode où on va déstructurer le document, en extraire un maximum d'informations pour les mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent les réutiliser, générer de la valeur au sein de leur contrat et préparer le futur, parce que c'est très compliqué de savoir quelle sera la prochaine norme qui impactera la base contractuelle de nos clients, mais on doit s'y préparer et on doit donner cette possibilité à nos clients. D'accord, ok, c'est complet. Alors c'est vrai que ça va beaucoup plus loin que ce que les gens connaissent, qui est la pure signature électronique basique, quoi. Et complètement. Et nous, on a cette position d'être en fait une plateforme pour notre client, beaucoup plus qu'un outil de signature électronique. Donc, si tu veux faire l'analogie, l'analogie que j'aime bien faire, c'est par exemple, dans le passé, on avait des cartes. Tu sais, quand tu allais d'un point A à un point B, tu avais une carte routière et tu prenais ta carte et tu traçais un petit chemin. Les premières étapes de digitalisation, c'est qu'on a mis ces cartes et on les a mis en ligne. Et les gens, ils pouvaient faire la même chose, mais en ligne. Et ça, c'est un petit peu l'état où la signature électronique était il y a quelques années. Et après, le fait d'avoir une plateforme qui cartographie l'intégralité des routes, on peut mettre un maximum de services autour. Et c'est ce qu'on voit avec un outil tel que Maps ou Google Maps, où on va avoir l'opportunité de savoir quel est le restaurant qui est à côté, ou est-ce que le restaurant est bon ou pas bon. Et c'est exactement ce qu'on veut amener dans la gestion de contractuelle. On veut que nos clients puissent être en capacité de partager les informations sur c'est quoi leur base contractuelle et est-ce qu'ils veulent continuer à faire un maximum de services autour de cette gestion contractuelle. Donc, on est en train de bouger d'une structure où on était un outil à une structure où on a une plateforme qui délivre un maximum de services pour nos clients, sachant qu'on a 1,3 million de clients dans le monde et on a à peu près 1 milliard de personnes qui ont déjà signé avec DocuSign dans le monde. Oui, ça commence à faire du volume. Ça commence à faire du volume. Alors, et si on rentre un petit peu dans le détail, et puis on va revenir un petit peu au basique pour essayer de bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est déjà que l'identité numérique ? Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi l'identité ? Aujourd'hui, l'identité, on a un document, on a une carte d'identité ou un passeport, et quand on nous demande de justifier notre identité, on va sortir ce passeport quand on passe une frontière ou quand on est, dans un hôtel ou quand on veut acheter un différent service. L'identité numérique, c'est de pouvoir faire la même chose en ligne.
Alors, il y a plusieurs étapes pour pouvoir y arriver. La première, ça a été de faire un face-à-face, je dirais, physique, donc d'aller voir une personne, soit une personne qui est certifiée, soit son agence bancaire, hein, d'avoir son conseiller en clientèle qui regarde, qui vérifie votre identité, et après qui va vous créer un compte. Et du coup, ce compte, on va pouvoir le réutiliser pour justifier cette identité, puisque à la base, il y a quelqu'un qui a vérifié en face-à-face votre identité. Mais ça nécessite quand même d'avoir une interaction physique. Nous, notre force chez DocuSign, c'est d'essayer de faire en sorte justement que les gens puissent faire des agreements et des contrats ensemble sans jamais s'être rencontrés, sans jamais avoir eu, je dirais, une interaction physique. Donc, l'identité numérique, c'est la capacité de vérifier l'identité de Maxime Ambersin sans jamais rencontrer physiquement Maxime Ambersin et avec un niveau de confiance qui soit aussi élevé que si j'avais, je veux dire, rencontré physiquement et que j'étais une personne certifiée pour valider l'identité de Maxime. Et une fois qu'on a fait ça, après, on est sûr que Maxime est qui il est et on peut lui vendre un certain nombre de services ou on peut lui proposer des services ou on peut réutiliser cette identité pour d'autres cas d'usage dans le temps. Et du coup, alors concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des différents niveaux j'ai envie de dire, d'identité numérique, ou est-ce que c'est le même niveau pour tout le monde? J'imagine que quand on signe des contrats à plusieurs millions d'euros, on a peut-être envie d'en mettre une identité numérique un peu supérieure que quand on signe un petit agreement sur un site. Non, comment ça fonctionne? Alors, dans le monde de la signature, il y a 3 niveaux de signature. Il y a un règlement européen qui est sorti en 2014, qui s'appelle l'eIDAS, et qui a régi les niveaux de signature et du coup, quel était le niveau d'identité qu'il fallait. Et donc, on a ce qu'on appelle la signature simple, la signature avancée et la signature qualifiée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la signature simple, c'est juste, on s'est mis d'accord, c'est comme si moi et toi, on se prête 5 euros, on se serre la main et on n'en parle plus et on est d'accord. La signature avancée, ça va nécessiter d'avoir une preuve d'identité qui soit matérialisée dans le flot de signature. Cette preuve d'identité doit s'appuyer soit sur la vérification d'un document d'identité, soit sur la réutilisation d'une précédente identification qui a été faite. Donc, on a des flots très connus de Bank ID ou de France Connect en France, où en gros, tu te connectes sur ton site des impôts et du coup, tu as vérifié ton identité et on peut la réutiliser pour faire autre chose. Ou alors, on va juste prendre une photo de ta carte d'identité, vérifier que c'est bien ta carte d'identité, vérifier que le nom qui est sur la carte correspond bien à ton nom, faire éventuellement un peu de contrôle biométrique et valider cette identité. Le troisième niveau, c'est la signature qualifiée pour lequel, là, il faut qu'on soit sur une vérification d'identité équivalente à un face-à-face. Et là, on rentre dans le domaine où c'est le réglementaire, c'est l'ANSSI en France, qui va certifier ces flows pour vérifier que le niveau de confiance est suffisamment haut pour pouvoir faire de la signature qualifiée. Et en plus de ça, il faut être ce qu'on appelle un tiers de confiance qualifié, un Trust Service Provider en anglais. Et donc, du coup, toute l'architecture technique qui va réutiliser cette identité pour émettre un certificat digital et toute la crypto sous-jacente est vérifiée et auditée par le régulateur tous les 2 ans. Donc là, on rentre dans un monde qui est encore différent. On n'est plus uniquement sur la vérification d'identité. On est sur l'intégralité de la chaîne end-to-end qui est validée par un régulateur. Et du coup, tous les contrôles d'identité également sont vérifiés par un régulateur et audités par des prestataires externes qui sont certifiés par le régulateur. D'accord. Alors, moi, je vais te poser une question. Quid de, tu sais, c'est un peu la mode de toutes ces clés électroniques de certification qui sont délivrées par les chambres de commerce ou qui sont délivrées par Google. Est-ce que ça, c'est des choses qui rentrent dans un de ces 3 niveaux-là, ou c'est encore quelque chose de différent? Ouais, si tu as en fait, finalement, la signature digitale, c'est un certificat qui est délivré pour une personne donnée et qui, du coup, qui va générer une clé privée, une clé publique, et qui va permettre de sceller, de chiffrer le document que tu veux signer. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait? Bon, on utilise un algo de crypto pour sceller le document, construire un hash et vérifier qu'en fait, il peut plus être modifié une fois que tu as apposé ta signature. Ce certificat en question, il peut être émis soit par un tiers de confiance comme DocuSign à la volée, soit il peut être émis sur une clé USB ou une carte à puce, et on peut te le remettre en main propre et du coup vérifier ton identité au moment où on te le remet en main propre. Et après, on va te demander de faire un two-factor classique au moment où tu veux l'utiliser, c'est-à-dire que tu vas utiliser, soit tu as la carte, tu vas la plugger
dans un lecteur de carte ou la clé USB dans un lecteur USB. Et après, pour, je dirais, activer ta clé privée qui est sur le certificat, on va te demander de l'unlocker avec soit un mot de passe, soit un code, soit un contrôle biométrique, peu importe. Ça marche très bien. Mais la problématique, c'est qu'à la base, tu as dû aller à ta chambre de commerce chercher ta clé USB. Et donc, du coup, il a fallu que tu te déplaces. Si tu veux démarrer ton expérience maintenant, tout de suite, dans les 5 prochaines minutes, et avec le même niveau de confiance, je ne sais pas, signer chez un notaire, acheter un service très avancé en ligne ou ouvrir un compte en banque, ou ce genre de choses, c'est là qu'on va vouloir s'appuyer sur des nouveaux frameworks qui vérifient l'identité sans avoir besoin de faire un face-à-face. D'accord. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est au niveau légal, tous ces niveaux de signature, est-ce qu'ils sont tous recevables de la même manière devant un tribunal? Ils peuvent, c'est quoi la légalité de toutes ces signatures? Toutes les signatures sont légales, donc les 3 niveaux de signature EIDAS sont évidemment légales. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes quand il y a une contestation. Et là, la grande différence entre la signature avancée et la signature qualifiée, c'est qui a la charge de la preuve. Si moi, je te fais signer en avancée et que toi, tu contestes, c'est à moi de prouver que j'ai vérifié ton identité. Donc, je dois exprimer devant le juge quel est le moyen technologique ou manuel que j'ai utilisé pour vérifier l'identité de Philippe. Si je signe en qualifié avec toi et que tu contestes, c'est à toi de prouver que tu n'as pas signé. D'accord, donc le qualifié, c'est le 3e niveau, hein, c'est ça? C'est le niveau le plus élevé. Le qualifié, c'est le 3e niveau, exactement. D'accord. Donc la charge de la preuve est inversée. C'est au signataire de revenir en question. Comme on est sur un processus qui est complètement audité end-to-end, je dirais, le régulateur considère que les chances de fraude sont très faibles, sont négligeables. Ouais. Et donc, si jamais ça arrive, c'est du coup à la personne qui est signataire de prouver qu'il y a eu fraude et que du coup, c'est pas elle qui était à l'origine de la demande de service. D'accord. Ah oui, donc ça change complètement ça inverse la dynamique, quoi. Donc c'est beaucoup plus. Ça inverse complètement la dynamique. Et en fait, concrètement, il y a 0 litige sur les signatures qualifiées. Et alors sur les signatures avancées, il y en a très très peu aussi, hein, parce que honnêtement, les flows sont très sécurisés. Et donc maintenant, si tu veux, on a de plus en plus de volonté, à la fois par le régulateur, les autorités, et à la fois par les différentes lignes business, de mettre plus de contrôle d'identité et d'avoir des technos qui permettent de vérifier en ligne ces identités de manière, je dirais, fiable et sécurisée, qui s'appuie sur un cadre réglementaire qui est défini. D'accord. Et du coup, dans le cadre d'une signature, par exemple, par l'intermédiaire de DocuSign, quel que soit le niveau, est-ce que DocuSign, du coup, on peut appeler ça comme un tiers de confiance? C'est-à-dire au niveau de l'État et au niveau de devant un juge, c'est DocuSign qui fera tiers de confiance. Alors, DocuSign est un tiers de confiance, donc est ce qu'on appelle un TSP, un Trust Service Provider. On est certifié en France, régulé par l'ANSSI. Et donc, toutes les signatures qu'on émet dans le cadre de ces produits sont certifiées par le régulateur. Donc, si jamais tu signes en qualifié avec DocuSign et qu'il y a une contestation, effectivement, tu as ce qu'on appelle un certificat de preuve qui est mis à disposition de DocuSign, qui te permet d'aller devant le juge et de dire j'ai signé avec ce tiers de confiance. Et du coup, Maxime, il a signé, il peut pas se désengager. Et alors, il y a 2 choses. Il y a ça, et puis il y a le rôle du TSP qui est de garder la chaîne de la preuve entre l'identité et la création du certificat. Ça, ce sont des données qui sont ultra confidentielles, qui sont sauvegardées offline dans un Vault, dans un outil d'archivage légal qui n'est pas à disposition directe sur Internet, qui est là uniquement pour qu'on puisse donner tous les éléments de charge de preuve en cas de litige à nos clients. D'accord. Donc ça, c'est évidemment énormément de sensibilité autour des informations liées à l'identité. C'est pour ça que sur ces produits très très sécurisés, on est audité aussi par le régulateur qui vient regarder où est-ce qu'on envoie les données, où est-ce qu'on les sauvegarde, où est-ce qu'elles sont hébergées et où est-ce qu'elles transitent. D'accord. Et du coup, moi ma question que tu m'as toujours posée, c'est est-ce que du coup, dans 10-15 ans, imaginons que DocuSign disparaisse ou est racheté par une autre boîte ou peu importe, est-ce que dans les documents qu'on récupère de DocuSign, il y a toute l'information nécessaire pour aller devant le juge, ou est-ce qu'il va falloir passer avec le successeur de DocuSign ou l'équivalent?
C'est une super question. Alors déjà, en tant que TSP, on est tenu de garder les informations pendant 7 ans. C'est la durée légale qui est convenue. Après, il y a plein de contrats qui vont largement au-delà de 7 ans. C'est ce que je veux dire. Quand on veut, si vous signez l'achat de votre maison chez votre notaire, 7 ans, c'est très court. Hein. C'est ça. On va pas rembourser le crédit. Voilà. Et donc, du coup, on a... Alors, le document, quand il est signé, il est scellé avec un certificat. Le certificat, il est nominatif et il s'appuie sur une vérification d'identité. Et il définit l'état du tiers de confiance à une date donnée. Toutes ces informations, elles sont intégrées dans le certificat. Donc là, il y a aucun problème, entre guillemets. Le certificat est complètement autonome et le document est chiffré et complètement protégé. Le seul cas d'usage où il pourrait y avoir un problème, et c'est un sujet, je dirais, d'avenir, c'est si l'algo utilisé pour chiffrer le document venait à être craqué. Aujourd'hui, ces algos sont pas, vu la taille des clés, sont pas, je dirais, craquables. Mais demain, dans un monde post-quantum... C'est quoi? C'est du RSA. Exactement. C'est du RSA. Mais demain, dans un monde post-quantum, le sujet pourrait arriver. Donc nous, on travaille en avance de phase sur ces sujets-là pour permettre à nos clients, je dirais, de prendre un document qui a été signé, qui est digitalisé, et de venir appliquer un changement de timestamp pour dire... Je change l'algorithme de chiffrement du document et je viens remettre un timestamp qui est un cran plus loin. Donc, je ne change pas le contenu, je dis juste, moi, je recertifie que ce document n'a pas bougé depuis cette date-ci avec les nouveaux algos qui sont, je dirais, post-quantum résistants. Et ça, c'est un sujet très intéressant, mais qui ne va pas concerner que la signature digitale, bien sûr, mais qui est un sujet, je dirais, important pour nous de garantir, je dirais, le niveau de confiance dans la signature digitale sur une très, très longue période, et y compris s'il y a certains algos qui se retrouvent à être craqués dans le temps. Ouais. De toute façon, cette histoire de post-quantique, ça va concerner toute l'industrie de l'informatique au sens large, parce que les certificats sont utilisés partout, dans toutes les chaînes de partout. Donc, le jour où ça va casser, il va falloir que tout le monde trouve une solution. Ouais, et le NIST en a déjà trouvé une. Hein. Il y a eu un concours qui a été lancé par le NIST, qui est le régulateur, je dirais le standard d'industrie aux États-Unis sur la sécurité informatique. Et ils ont lancé un concours d'algo à l'échelle mondiale, et ils ont sélectionné les 2-3 algos qui sont censés être résistants. Et donc, ils sont en train d'être testés. D'être évalués. Ouais. Et d'être réévalués maintenant pour pouvoir justement, dans la foulée, être implémentés sur des systèmes. Après, la problématique que ça pose, c'est le temps de traitement de ces algos et la taille, parce que du coup, les clés sont beaucoup plus grandes et du coup, ça pose des problématiques de stockage et de performance. Alors moi, je vais enchaîner sur une autre question. Quand on signe avec DocuSign ou une plateforme de signature numérique en ligne, où sont stockées les données? Est-ce que DocuSign a accès à l'intégralité des données qu'on est en train de signer? Est-ce que vous les archivez? Comment ça fonctionne en fait, toute cette partie-là? Vaste sujet. Les documents de nos clients, personne chez DocuSign n'y a accès. Donc dans DocuSign, on a les données entre guillemets qu'on considère être des métadatas. Et on a les données qu'on considère être ce qu'on appelle des données personnelles, donc en anglais des PII. Tout ce qui est PII est chiffré au niveau du stockage et personne chez DocuSign ne peut y accéder à part les gens qui ont accès au compte du client. Donc les gens qui ont accès au compte du client, ce sont les clients ou les gens pour lesquels le client a créé un compte dans DocuSign. Tout ce qui est sauvegardé en base ou je dirais dans la chaîne technique est complètement chiffré et complètement inaccessible. Et ça veut dire, pour être très clair, si je signe un contrat avec une entreprise X ou Y et que je suis en train de négocier, vous n'avez pas accès au contenu du contrat. On n'a pas accès au contenu du contrat. On ne pourra même pas aider si jamais il y a un problème sur le contenu. C'est absolument pas. Nous, on va avoir accès à la capsule du contrat, qui est de dire, tiens, on a mis le truc en signature, où est-ce que l'enveloppe est coincée, qui est en train de la signer, est-ce que cette personne l'a reçue, pas reçue, mais on n'aura jamais accès au contenu. Et ça ne gère pas, je dirais, la localisation des données. Ça dit juste qu'on les chiffre et qu'on traite correctement les données personnelles. Mais la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on envoie chaque fois qu'on se fait un contrat avec DocuSign des informations, je sais pas, aux États-Unis, au Brésil ou n'importe où, ou est-ce que tout reste bien localisé?
Donc là, DocuSign, on a plusieurs plateformes dans le monde et on n'envoie pas nos données, y compris de nos clients européens, aux États-Unis. On est en train de migrer vers un cloud, je dirais, public. Donc, on est en train de migrer vers Azure. Jusque-là, on gérait 100% de notre architecture nous-mêmes. Hein. On ownait nos cages. On le garde pour tous nos services de confiance. Hein. Donc, tous les fameux TSP dont j'ai parlé vont rester dans une infrastructure on-prem gérée par des employés européens. Et l'intégralité des données va rester sur des plaques qui seront européennes et où d'ailleurs on pourra même donner plus de flexibilité à nos clients puisqu'on va s'appuyer sur Azure, donc on pourra définir les plaques Azure sur lesquelles les clients veulent sauvegarder les données. Mais donc on a dans notre stratégie le fait que jamais les informations de nos clients, que ce soit les informations de contrat ou que ce soit les informations d'identité de nos clients, ne sont ni stockées en clair, ni ne voyagent entre les différents continents. Ok, c'est clair. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, c'est vrai que c'est plutôt rassurant sur ce genre de données qui sont quand même des données un peu sensibles en entreprise. Les contrats de travail, ce genre de choses, c'est un peu touchy. Si on regarde d'un point de vue, j'ai envie de dire, un peu plus technique, alors là, on va s'adresser un petit peu aux gens qui sont des développeurs et qui intègrent vos produits DocuSign. Alors, effectivement, le premier niveau, on peut utiliser par l'interface, mais très rapidement, on a envie d'utiliser directement dans les outils habituel. Comment ça fonctionne chez DocuSign? Est-ce qu'on peut tout faire par l'intermédiaire d'API ou est-ce qu'il y a des restrictions qui sont pas possibles de faire par cette technologie-là? Alors nous, notre plateforme, elle est construite selon un critère que les Anglais, enfin les Américains disent drink your own champagne. Et du coup, c'est le principe que les API qu'on met à disposition de nos clients, c'est les API qu'on utilise nous en interne. D'accord. Évidemment, il y a des niveaux d'API qui sont un tout petit peu plus privés et qu'on n'expose pas à nos clients. Je ne dis pas que toutes nos API sont mises à disposition des clients. Par contre, toutes celles qui sont mises à disposition du client sont utilisées par la plateforme en elle-même. Avec un niveau de confiance et de connexion pour être sûr que tout le monde n'a pas accès à tout, mais c'est exactement la même stack. Donc pour nous, c'est les API REST, elles sont mises à disposition, elles sont intégrables, et donc tout ce que vous pouvez faire dans la plateforme DocuSign, donc vous voyez quand vous utilisez l'outil, est disponible via API. Il y a parfois même plus de choses qui sont disponibles par API parce que le back-end est parfois un tout petit peu plus riche que le front-end, et c'est rarement l'inverse. Donc du coup, pour répondre à ta question, 100% de ce qui est faisable dans la plateforme en visuel est disponible via des API, et une fois encore, on a 1,3 million de clients. Dans ces clients, il y a énormément de clients qu'on appelle enterprise, donc des grosses entreprises qui ont un système d'information existant et qui veulent intégrer, je dirais, la gestion de leurs contrats au sein de leur système d'information et d'aller justement générer ces contrats à partir d'informations qui sont stockées par ailleurs, d'avoir une gestion intelligente de leurs données et de pouvoir récupérer un maximum d'informations une fois que le contrat a été signé et que du coup il soit structuré d'une manière qui soit la plus efficace possible et la plus normée possible. Donc, tout ce modèle de données et toutes ces informations et tous ces workflows sont 100% disponibles dans ce qu'on appelle un mode embedded où on peut s'intégrer du coup dans c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut réussir à rendre, j'ai envie de dire, DocuSign transparent pour les utilisateurs finaux et utiliser toute la stack technologie à travers les API. Complètement. Et même d'un point de vue front-end, tu peux appliquer ta propre, je dirais, police et look and feel qui fait que du coup, ton branding est complètement appliqué sur l'expérience. Et alors évidemment, on reconnaît un peu que c'est DocuSign. Bien sûr. Il y a quand même des petites particularités, mais c'est complètement transparent, quoi. En termes de stack techno, pour ceux que ça intéresse, chez DocuSign, vous utilisez quoi? Est-ce que vous avez un peu de tout? Alors, c'est DocuSign, on n'a pas un peu de tout. On essaie justement d'éviter d'avoir un peu de tout. Parce que souvent, les éditeurs, ils ont racheté plein de trucs et du coup, ils collent des briques qui n'ont rien à voir ensemble. Alors, quand on fait des rachats, on a la vocation, entre guillemets, de les faire rentrer dans l'architecture DocuSign, et en particulier maintenant qu'on bouge vers une architecture, entre guillemets, microservice. Alors, microservice, le terme est toujours un peu galvaudé, abusé et surabusé. C'est clair. Mais en tout cas, dans une architecture orientée service, on va dire plus orientée service que microservice qui finit par se transformer en un énorme plat de nouilles. Nous, aujourd'hui, on est en framework, on utilise le framework 4.8 de .NET, donc on est très .NET et on migre vers .NET Core.
et tout notre front-end est en React. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites briques à gauche, à droite, issues d'une acquisition ou autre, qui sont dans des technos différents. Mais notre core business, c'est celui-là. C'est vers cette stack technologique qu'on fait migrer, entre guillemets, les éventuelles acquisitions qu'on fait. Et du coup, en termes d'hébergement, vous êtes arrivé au point où vous êtes tous sur Docker et des Kubernetes ou des genre de choses, ou vous êtes pour l'instant encore vraiment sur un niveau plus bas? Non, aujourd'hui, on est encore à un niveau plus bas parce qu'on avait notre propre. On gérait notre propre hébergeur. Donc, on était notre hébergeur et on gérait notre déploiement nous-mêmes. Maintenant, justement, qu'on migre vers Azure, on fait ce travail de migrer notre stack vers des containers qui vont nous aider justement à aussi déployer plus rapidement et d'avoir je dirais un cycle de release qui soit plus agile, quoi. En termes de sécurité, alors moi c'est un sujet qui m'a toujours un peu passionné. En termes de sécurité, comment vous vous organisez alors en particulier pour vos API, parce que j'imagine que quand on est une boîte lambda, c'est problématique la sécurité, mais quand on est une boîte qui fait de l'identité numérique, c'est encore plus problématique. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des manières de faire? Comment ça fonctionne cette partie-là? Voilà, c'est un très très vaste sujet. En 2 minutes, on va avoir du mal à tout couvrir. Le cœur de fonctionnement quand on fait d'identité numérique en ligne et qu'on veut gérer la sécurité à travers les API, c'est de travailler avec l'OpenID Connect, qui est un standard de mémoire, c'est 2014. Il est sorti. Et en gros, c'est une surcouche de haute et qui permet du coup justement de faire partager entre une relaying party. Donc une relaying party, c'est toi qui appelles les API DocuSign pour pouvoir l'utiliser. Et tu peux partager un token d'identité que du coup tu auras validé par ailleurs pour valider justement ton identité sans passer les secrets et sans passer les credentials. Et du coup, ce token peut être revérifié derrière par le serveur qui l'utilise en collant la personne qui a émise le token et juste vérifiant qu'il est bien toujours valide. Et du coup, ce token a une durée de vie qui est généralement assez courte pour valider la transaction. Donc ça c'est un peu le mode de fonctionnement de base qui n'est pas un secret d'industrie. Honnêtement, on n'est pas les seuls à travailler comme ça. Je recommande tout vivement à tous ceux qui écoutent ce podcast s'ils ne l'ont pas encore fait, de s'orienter vers ce type de standard. Mais c'est ce type de standard qui vérifie. En fait, si tu veux, non pas seulement une authentification, mais aussi une identification et que tu peux valider que à l'origine de l'émission du token, il y a bien une partie qui s'engage pour valider la transaction et du coup le token qui est utilisé. Et du coup, si tu refreshes ces tokens très régulièrement, que ce soit en minutes ou en heures, en fonction du business case sur lequel tu es et à quel point on pense qu'il y a un risque à laisser la connexion ouverte, et ben du coup tu vas pouvoir gérer la sécurité parce que du coup si le token il est désactivé après je sais pas 3 minutes parce que c'est quelque chose qui est très très transactionnel ou 3 heures parce que tu sais qu'il peut y avoir une validation offline ou un client qui se déconnecte qui se reconnecte, et ben ça te permet de justement mesurer ton niveau de risque sur ta transaction en fonction du cas d'usage. Ok, très 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 clair sur cette partie-là. Moi j'ai une question et puis je vois que le temps passe. J'aurais 2 questions pour finir sur cette partie d'identité numérique. Quels sont pour toi les risques qui sont liés à la mise en place de l'identité numérique? Est-ce que tu en vois? Et la deuxième question, c'est où est-ce que tu penses que ça va dans un futur à 5-10 ans? Alors, le niveau de risque, ça dépend toujours de la transaction qu'on fait et ça dépend toujours du niveau de contrôle qu'on veut faire. Aujourd'hui, on arrive à créer des identités numériques à partir de contrôles qui sont extrêmement pointus et qui permettent du coup de prendre ton document d'identité et d'en faire une identité numérique de manière très, très, je dirais, sécurisée. Et donc l'ANSSI, toujours a sorti en mars 2021 un nouveau framework qui s'appelle PVID pour processus de validation d'identité digitale. Donc c'est vraiment pour créer une identité numérique à part entière. Et ce framework définit vraiment un certain nombre de clauses extrêmement précises pour pouvoir justement faire cette validation d'identité et gérer cette gestion d'identité dans un processus 100% en ligne et 100% digital. Ça donne un cadre réglementaire. Est-ce que ça fait en sorte qu'il n'y ait aucune fraude qui soit possible?
ça, pourquoi pas, on peut toujours avoir des fraudes. Mais après, pour moi, l'étape suivante, c'est le fait d'avoir plusieurs vecteurs, je dirais, d'informations qui vont venir conformer l'identité. Par exemple, si j'ai validé l'identité de Maxime et que je suis sûr, du coup, que Maxime a bien utilisé sa bonne identité en ligne et qu'en plus, c'est la 5e fois que Maxime vient et que Maxime utilise une adresse email qu'il a déjà utilisée 500 fois et sur lequel on a des traces d'historique depuis 10 ans, il y a un certain nombre de faisceaux et qu'il utilise la même adresse IP ou qu'il utilise le même device. Il y a un certain nombre de faisceaux de preuves qu'on peut utiliser, pas avec des données d'identité, Maxime, mais avec des métadatas autour, je dirais, des cas d'usage de Maxime, qui peuvent encore, je dirais, conformer et conforter le niveau de sécurité qu'on peut avoir. Donc, je pense que c'est une question de quel est le cas d'usage et quel est le niveau de sécurité que tu veux mettre en place par rapport à ce cas d'usage. Et honnêtement, aujourd'hui, on peut arriver à avoir des niveaux de sécurité en ligne qui soient aussi proches que ce qu'on a dans le monde digital. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un monde analogique, tu peux toujours avoir un faux passeport qui est très, très bien fait. Et ce cas d'usage, il existe aussi. Et c'est pas parce qu'on passe dans, je dirais, dans un processus qui est 100% digitalisé que la fraude et la sécurité ne doit pas être la même que celle qu'on avait appliquée. Le niveau de risque qu'on accepte de prendre ne doit pas être le même que celui qu'on accepte dans un monde, je dirais, plus analogique. Ouais, il y a toujours un risque. C'est pas parce que c'est en numérique qu'on va arriver au zéro risque. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Le fait de passer en numérique n'abolit pas le risque, et le fait d'avoir une bonne analyse de risque et de faire en sorte qu'on utilise le bon niveau de contrôle et le bon niveau de sécurité par rapport au cas d'usage, c'est extrêmement important. Et après, sur la vision future, où est-ce qu'on sera dans 5-10 ans? Moi, je pense que dans 5-10 ans, on aura tous une identité qui sera nativement digitale. Et je pense qu'on aura des réseaux de wallets. Donc, ce qu'on appelle un wallet, c'est le fait d'avoir une identité ou des informations personnelles qui soient réutilisables. Je ne pense pas qu'on va avoir, je dirais, un player qui va gérer ça de manière complètement agnostique. Je pense que les identités seront toujours à la main des États, parce que c'est leur responsabilité et leur rôle d'émettre les identités. Ils émettront des identités, je dirais, numériques, et qu'après, on pourra avec des systèmes type France Connect, c'est ça? Ouais, et même un peu plus poussé, parce que France Connect, finalement, ne fait que leverager un fonctionnement, enfin, un processus d'authentification que tu as créé par ailleurs pour faire de l'identité numérique. Mais aujourd'hui, l'État, il te donne une carte d'identité. Et cette identité, ça, c'est ta preuve d'identité. Demain, l'État te donnera une identité numérique qui sera, elle aussi, complètement certifiable et inviolable, et que tu utiliseras en ligne et que tu pourras renouveler le cas échéant, et que tu liras à d'autres informations que tu as par ailleurs et que tu as envie de partager. Et je pense que la clé, ça sera que tu as envie de partager. L'ownership de ta donnée doit toujours rester à la main de chaque individu et chaque citoyen. Et y compris chez nous, chez DocuSign, on a envie de permettre à nos utilisateurs et à nos signers de pouvoir réutiliser les identifications qu'ils font avec nous, des informations qu'ils ont partagées avec certains de nos clients, mais qu'ils en gardent toujours, je dirais, le consentement. Notre objectif n'est pas de collecter des informations personnelles pour nos clients, mais bien de pouvoir offrir plus de cas d'usage. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce mode de fonctionnement. Je pense que dans 5-10 ans, ce qui se passera, c'est qu'on aura ces identités réutilisables et un maximum d'informations qu'on pourra partager de manière à pouvoir en permanence, soit de manière analogique, soit de manière digitale, vérifier mon identité quand je vais dans un hôtel, quand je passe dans un aéroport, quand je fais une transaction en ligne, et que les deux vont entre guillemets fusionner, parce qu'on aura justement, je dirais, les deux modes de validation, le mode analogique et le mode digital, qui fourniront le même niveau de service. D'accord. Et donc, toi, ta vision des choses, c'est par exemple des boîtes, je sais pas, des Facebook, des Google, des Apple ou des DocuSign vont se mettre d'accord pour que l'identité numérique puisse circuler entre tous ces services. C'est ça ta vision, si je résume. Ouais, alors, sachant que pour moi, il y a quand même un point qui est important. C'est très différent de ce que fait Google aujourd'hui, où dit hey, tu peux réutiliser ton compte Google pour créer un compte ailleurs. Parce que là, l'origine de la confiance, elle est chez Google. Et après, on ne va pas rentrer dans le débat, mais du coup, pour moi, je suis convaincu que pour les citoyens, l'origine de la confiance doit venir
d'un tiers de confiance. Donc, potentiellement l'État directement, potentiellement, je dirais une autre partie, un autre player qui lui-même est validé par une organisation étatique ou par je dirais, un certain nombre de normes et de protocoles qui sont eux-mêmes étatiques. Et du coup, après, une fois que cette identité est numérisée, alors peut-être que tu peux la charger dans ton téléphone Apple et du coup, via une app, la réutiliser avec un Face ID ou un Touch ID ou ainsi de suite. Ça, bien sûr. Mais je ne vois pas le monde se mettre à faire confiance à Apple ou à Google pour émettre eux-mêmes les identités digitales. Réutiliser celles qui ont été faites par un autre, oui. Mais il y a toujours la problématique OK, ce sont mes données personnelles, est-ce qu'elles vont être utilisées à des fins qui sont autres que celles pour lesquelles je souhaite donner mon consentement? Et ça reste toujours un sujet très, très d'actualité et très compliqué quand on passe sur des méga plateformes type Facebook, type des boîtes privées de manière générale. Apple, privées d'une manière générale, tant qu'on n'a pas un tampon de trust qui est validé par un organisme externe. Ok, très clair. Je propose qu'on s'en arrête là sur l'identité numérique, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi, en deux mots, juste, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité et qui va générer énormément de traction d'un point de vue business, parce qu'on a aujourd'hui énormément de cas d'usage qui sont freinés par le fait qu'on a trop de fraude en ligne. Et le fait de gérer l'identité de manière intelligente et d'avoir une stack technologique qui permet de le gérer de manière intelligente va, je pense, permettre dans les 2-3 prochaines années de passer vraiment un cran plus loin. Et on l'a tous vu durant la crise du Covid, quand du jour au lendemain, on s'est retrouvé bloqué chez nous, toutes les problématiques d'avoir ces flows qui sont 100% digitales et qui n'ont pas été conçus à l'origine de cette manière, et à quel point ça a impacté notre quotidien. Et ça, je pense que ça n'arrivera plus dans les prochaines années. Et moi, je ploussois sur ce que tu dis pour deux choses qu'on a vécues personnellement. C'était très très bête, mais pendant le Covid, on n'était plus capable de signer des contrats de travail avec nos salariés. Du coup, on est passé sur DocuSign pour faire cette partie-là. Et de la même manière, on a signé des contrats, ce qu'on n'avait jamais fait de toute l'histoire de l'humanité, à travers avec des plateformes, avec cette plateforme-là, avec des clients qu'on n'avait jamais vus en vrai. Donc c'est quand même... Et pourtant, on est au tout début de tout ce que proposent des plateformes de type DocuSign. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on a démarré et qu'on a goûté à cette qualité de service, on n'a pas envie de revenir à imprimer des papiers. Scanner, non, c'est clair. C'est un peu l'avantage de la numérisation, c'est qu'à chaque fois qu'on y passe, c'est dur de revenir en arrière. Exactement. Pour conclure, moi, je voudrais te poser deux questions que j'aime bien poser. Est-ce que tu as encore un rêve technologique? Est-ce que tu as encore quelque chose qui te fait rêver? Alors, tu m'as dit que tu as commencé dans les années 2000 avec du Java et des projets startups. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font rêver aujourd'hui? Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est devenu un métier un peu moins passion pour toi? Alors, moi, je pense pas que Alors, je pense qu'on est à l'aube d'une révolution énorme. On collecte énormément de données pour l'instant, tout le monde, en ligne. Et ce qu'on peut faire de ces données, alors j'aime pas appeler intelligence artificielle, mais avec les algos de machine learning et de deep learning, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données et je dirais le service que cela va amener à nos clients, à nos utilisateurs. Et je pense qu'on est à l'aube d'une transformation historique qui sera proche de ce qu'on a vécu dans la révolution industrielle au 19e. Et qui sera, si on la traite correctement, extrêmement bénéfique pour le futur. Et je pense que si on la traite correctement, comme toujours, quand il y a une disruption technologique, c'est extrêmement important de aussi pouvoir mettre un cadre légal, éthique sur la manière dont on va travailler. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait pas mal, je trouve, en Europe. On est très en avance de phase sur le reste des autres États pour mettre des cadres qu'on fait évoluer, parce qu'avec le temps, ça change, et qui permettent justement de travailler un petit peu plus en confiance sur ces sujets technologiques qui parfois dépassent le tout un chacun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est très, très loin d'avoir vécu complètement tout ce qu'on pouvait faire avec la tech telle qu'elle évolue. La capacité de calcul augmentant et le nombre de données qui sont disponibles augmentant, je pense que les cas d'usage qu'on va avoir sur le futur vont être extrêmement différenciants.
Et ça va complètement changer nos modes de vie. Et moi, je dirais, ce qui me passionne, c'est de pouvoir le faire de manière responsable et je dirais de manière à ce que les gens puissent en tirer de la valeur et pas uniquement les entreprises, mais que ça amène de la valeur à tout un chacun et qu'on soit dans un cercle vertueux qui est finalement un petit peu l'histoire du net sur les 15 dernières années où on a je pense, amener énormément de valeur à tout un chacun, tout en générant, je dirais, de la valeur aussi pour les entreprises qui travaillent dans le secteur. Ouais, je trouve ça intéressant. Je reprends sur ce que tu viens de dire. Ça fait plaisir de voir des gens comme toi qui voient aussi dans le cadre européen. Alors, je sais que c'est beaucoup critiqué, tout ce qui a été fait autour du RGPD, toute la législation européenne, mais je trouve ça agréable de voir qu'il y a des gens qui quand même considèrent, même dans le milieu de l'entreprise, que ça apporte quelque chose d'y mettre un cadre réglementaire. C'est une approche très différente. Mes petits collègues aux États-Unis vont peut-être réagir différemment, mais même aux États-Unis, on se retrouve maintenant avec l'explosion, je dirais, de la transformation digitale et du coup la problématique de fraude en ligne qui arrive, où il y a des demandes pour certains cas d'avoir un cadre réglementaire et du coup la force des États-Unis, c'est de pivoter très très vite quand ça arrive et on voit cette tendance arriver. Je dirais la faiblesse de l'Europe, c'est parfois de vouloir mettre un cadre réglementaire avant tout et de ne pas, je dirais, vouloir se remettre en question une fois qu'on a défini ce cadre réglementaire. Et alors là, c'est aussi une faiblesse parce que ça empêche l'agilité et c'est parfois aussi dommage. Mais je pense que c'est bien de reconnaître que on a un modèle économique en Europe qui permet quand même de pouvoir mettre un cadre qui donne confiance, entre guillemets, à tout un chacun dans les transactions qu'ils font. Et honnêtement, oui, RGPD, ça a été un cadre très, très compliqué, mais quand on voit maintenant où on en est et l'immense quantité de données que tout un chacun partage quotidiennement en ligne, c'est pas plus mal qu'on puisse avoir des garde-fous qui font qu'on a un niveau de confiance au moins minimum de savoir que ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins qui n'étaient pas prévues. Je dirais de manière complètement inconsidérée et sans consentement. Maxime, avant de te quitter, est-ce que tu peux donner un conseil pour ceux qui nous écoutent de par ton passé, de par ton expérience? Est-ce que tu auras un conseil à donner, alors plutôt pour les jeunes générations, ceux qui démarrent dans le métier de l'informatique, ceux qui ont encore des étoiles dans les yeux peut-être? Mais moi, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Ça fait un petit moment que j'ai démarré. Et j'ai l'immense chance et privilège de travailler avec des gens qui ont des étoiles dans les yeux. Moi, je pense que mon conseil, c'est jamais accepter non comme une réponse à partir du moment où on est dans un mode où on veut faire avancer le produit, le service, le travail sur lequel on avance et on pense que quelque chose est déraisonnable. Il faut accepter parfois qu'une entreprise ou un autre prenne un cap qui puisse être un petit peu différent de ce qu'on a comme volonté. Mais quand on voit qu'il y a une solution à un problème et qu'on a bien défini le problème et qu'on pense qu'on a trouvé une solution, c'est toujours se battre pour mettre en place cette solution et pas juste se dire ok, tu m'as dit non, je passe à autre chose. Après, il faut pouvoir aussi passer à autre chose. Et je pense que les jeunes générations le font très très bien parce que quand quelque chose ne fait pas de sens, honnêtement, mes jeunes développeurs ou mes jeunes product managers, ils me le disent, mais ça fait pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Et cette remise en question, elle amène de la valeur. Alors évidemment, en France, on aime beaucoup remettre beaucoup de choses en question, et parfois, il faut aussi accepter d'aller de l'avant. Pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que cette créativité qu'on a quand on démarre, il faut la garder, et c'est ça et bon, évidemment le travail et l'investissement, mais cette créativité, elle est clé pour pouvoir faire l'extra mile, ce qui fait la différence entre un produit qui est sympa, que les gens utilisent, et un produit qui amène quelque chose qui est complètement disruptif et avec une expérience utilisateur qui est absolument différenciante. Donc, toujours se mettre à la place de son client, toujours se mettre à la place de son utilisateur, jamais transiger sur la créativité, et voilà, et pas lâcher. Et être combatif. Ouais.
Maxime, merci. C'était assez dense. Alors moi, je pense qu'on mettra pas mal de liens dans la description du podcast pour ceux qui veulent se renseigner un peu plus en avance sur qu'est-ce que fait DocuSign, comment ça fonctionne, sur les sujets qu'on a pu aborder, l'OpenID Connect, sur les différents niveaux de certificats et d'identité numérique. On va essayer de faire un travail assez complet. C'est toujours court d'essayer d'expliquer ces sujets en une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais en tout cas, moi, j'invite tout à chacun à se renseigner parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont d'actualité, qui sont très importants et à ne pas rater dans les entreprises. Ouais. Et si un développeur veut essayer d'utiliser DocuSign, honnêtement, on peut démarrer en 15 minutes avec les API qui sont disponibles en ligne. C'est très facile vrai de parce faire sa qu'on première l'a fait. enveloppe en 15 minutes. Exactement. Merci Maxime. Merci beaucoup. Au revoir.